Aujourd'hui, je vais dire quelque chose qui pourrait surprendre certains. Je donne raison à l'OTAN, mais pas pour ce que tu crois. Je suis Liu Sivaya, correspondante de guerre dans le Donbass, en reportage en direct sur place. Et la question qu'on m'a le plus posée depuis le début de l'opération militaire spéciale est « Pourquoi cette guerre n'est-elle pas encore terminée ?» D'ailleurs, moi-même, je suis tombée dans ce piège de la propagande. Même Donald Trump l'a dit, il a qualifié la Russie de tigre de papier et a affirmé que tout le conflit aurait pu être résolu en 7 jours. Nous pensions que ce serait plutôt une opération policière qui ne durerait pas 7 jours, mais seulement 3 jours. Même moi, je suis tombée dans le panneau. Mais après avoir vécu le conflit ici, en plein épicentre, en parlant avec des analystes militaires et bien sûr des civils, je comprends très bien que l'histoire n'est en réalité pas si simple. Cela dit, il est certain que la Russie a commis des erreurs. Voici lesquelles. 12 raisons pour lesquelles le conflit continue encore aujourd'hui. Commençons par elles. Mais reste jusqu'à la fin, car les 2 dernières vont vraiment te surprendre. Et il se pourrait même qu'elles changent ta façon de tout comprendre. Point numéro 1. La Russie misait clairement sur l'aide des éléments pro-russes présents en Ukraine. De plus, il s'agissait de véritables éléments pro-russes. C'est-à-dire qu'ils auraient dû et qu'ils pouvaient, bien sûr, aider sans que la Russie ait à organiser quoi que ce soit. Il s'agissait donc de toutes sortes d'agents politiques et sociaux d'opposition qui étaient déjà persécutés dans leur propre pays par le régime de Zelensky. Ainsi, en plus de leur sympathie évidente envers la Fédération de Russie, ils avaient déjà, en soi, suffisamment de raisons pour s'opposer à Zelensky et au régime qu'il dirige. Le point numéro 2 n'a pas réussi à rassembler assez de courage pour agir, même en subissant une pression constante de la part de l'Ukraine. L'un des exemples pourrait être Viktor Medvedchuk, qui se trouve maintenant, par exemple, sur le territoire de la Fédération de Russie. Cependant, quand il a fallu agir, il n'a pas vraiment fait grand-chose. Point numéro 2, on s'attendait à ce que la population pro-russe, qui vit sans aucun doute en Ukraine en grand nombre, agisse de manière beaucoup plus active que ce qu'elle a finalement fait. Point numéro 3, 2014. Les gens ont pris les armes sans hésiter pour protéger leur propre territoire, leur patrie et donc leur famille. Cela ne s'est pas passé pareil dans l'ouest de l'Ukraine, ni pour certains généraux de la Fédération de Russie. Et je le dis vraiment très sérieusement, ils s'attendaient à être accueillis presque avec des fleurs. Point numéro 4. Des gens ont commencé à se mobiliser autour de la cause ukrainienne, allant même jusqu'à aider à brûler des chars de la Fédération de Russie. Bien sûr, nous parlons des personnes qui étaient déjà pro-ukrainiennes à la base. Quant aux autres, il est très probable qu'ils n'agissaient pas par peur, mais quoi qu'il en soit, nous connaissons déjà le résultat. Une résistance très forte s'est finalement créée à l'intérieur du pays, ce qui a déclenché une mobilisation massive. C'est que là où nous voyons maintenant des gens être mobilisés de force, des hommes traînés par le régime de Kiev directement vers la broyeuse à viande qu'est devenu le conflit ukrainien. Avant, il y avait des volontaires. Oui, les hommes se portaient volontaires pour aller au front et protéger ce qu'ils considéraient comme leur patrie, et des valeurs profondément occidentales comme la liberté et la démocratie. Bref, rien à voir avec l'image actuelle, point final. La 3e raison, c'est qu'il y a eu une erreur très claire dans l'analyse de la situation politico-sociale de l'Ukraine. Et il y a même des sources qui disent qu'à cause de cette analyse erronée, certains responsables au sein de la haute hiérarchie militaire de la Fédération de Russie ont transmis des rapports incorrects. Ils parlaient aussi en fait d'une réalité qui n'existait pas sur le terrain. C'est pourquoi il y avait vraiment des gens qui s'attendaient à ce que la Russie soit accueillie avec des fleurs. Point numéro 4, contingent militaire de la Fédération de Russie sur le terrain très limité, voire insuffisant. Et en fait, on parle du fait que la Russie avait là environ 190 000 soldats, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Wikipédia elle-même. À ces 190 000, il faut en plus ajouter les 30 000 soldats provenant respectivement des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk. Le nombre total de forces que l'armée ukrainienne avait à cette époque-là était d'environ 200 000, c'est-à-dire
Nous parlons d'une différence absolument infime, alors que, selon la science militaire, la partie attaquante doit au minimum tripler les forces de la partie qui se défend, et l'idéal en fait serait de les quintupler. Cependant, comme nous pouvons le constater, cela ne s'est pas produit sur le terrain en Ukraine. La différence entre les deux chiffres, 220 000 contre 200 000, vous voyez, est extrêmement faible, minuscule, on pourrait même dire. Et cela, par exemple, découle aussi en quelque sorte des points précédents, c'est-à-dire qu'il y a eu une erreur de calcul évidente et sur la base de cette erreur de calcul, on a agi. Point numéro 5, l'impossibilité d'organiser une logistique de qualité en Ukraine. Cela, avant tout, est lié à l'étendue territoriale du pays. En fait, approvisionner les troupes de la Fédération de Russie à l'intérieur de l'Ukraine était l'un des objectifs clés de l'opération. Cependant, en tenant compte des points précédents, où nous devons peut-être souligner tout particulièrement le fait que la population pro-russe en Ukraine. Il se peut que par peur ou pour toute autre raison, elle n'ait pas agi comme on s'y attendait. Quant aux pro-ukrainiens, en fait, nous l'avons déjà vu, il leur est arrivé la même chose, ils ont agi de manière beaucoup plus active. En conséquence de ces faits, l'armée de la Fédération de Russie, même après être arrivée directement aux abords de Kiev, et ici nous devons rappeler tout particulièrement le débarquement à Gaston, où les forces spéciales de la Fédération de Russie ont mené une opération absolument brillante. Cependant, sans un approvisionnement adéquat, ils ne faisaient rien là-bas, et c'est précisément là, en l'absence d'une logistique bien organisée, que tout a commencé à échouer. Les raisons de cet échec ne tiennent pas uniquement en réalité à l'état d'esprit de la population civile ukrainienne, ni à la complexité ou à l'étendue du territoire du pays. Mais par exemple à un fait aussi simple que le fait que les conducteurs militaires russes ne connaissaient pas le territoire. C'est quelque chose qui arrive à toutes les parties. Les attaquants du monde entier, dès le départ, jouaient avec un désavantage, ils pouvaient se perdre, se tromper de chemin. Et tout cela était fortement aggravé par le fait du manque de plus en plus proche d'eux, et alors la question commençait même à devenir redondante. Les troupes que la Russie avait sur le terrain en Ukraine ne pouvaient pas être bien approvisionnées, faute d'une logistique bien organisée, tandis qu'une telle logistique bien organisée était presque impossible à obtenir pour des troupes bien approvisionnées. Annonce très importante. Avant de continuer, nous luttons maintenant contre la censure de manière plus active que jamais. Et pour m'aider, s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne, laissez-moi un like sur cette vidéo. Et je vous demande aussi d'aller sur la chaîne Liussivaya Live, où de nombreuses nouveautés vous attendent, abonnez-vous à celle-ci. Cela étant dit, nous continuons avec le point numéro 6. Cette raison a en fait beaucoup plus à voir avec la façon d'agir de l'Ukraine qu'avec celle de la Russie. C'est que l'Ukraine a su mener une mobilisation incroyablement rapide en un temps record. Peut-être quelqu'un l'aidait dans cette tâche. Je me demande si une alliance quelconque pourrait être derrière une organisation aussi incroyablement rapide, quoi qu'il en soit. Et, je le répète, l'Ukraine a réussi à mobiliser un grand nombre d'hommes qui étaient tellement nécessaires à ce moment-là, en un temps absolument record. Et à cela, il faut ajouter un autre fait extrêmement important. Le gouvernement a décidé de distribuer des armes à la population civile, pratiquement des armes en libre accès. Cela a et aura encore de très nombreuses conséquences, très graves. Dans les premiers jours suivant cette mesure, de nombreux cas ont même été signalés où des citoyens ukrainiens se tiraient dessus, attaquant entre eux des voitures civiles. On ne sait pas très bien s'ils soupçonnaient tant qu'il pouvait s'agir de soldats russes ou pour une autre raison. Cela, bien sûr, pourrait encore s'aggraver et beaucoup, je le répète, les conséquences les plus graves viendront très probablement plus tard, peut-être même dans quelques années. Cela dit, si l'on analyse la mesure de façon isolée, elle a effectivement réussi à arrêter l'avancée de la Fédération de Russie. Point numéro 7. Il est absolument absurde de nier que l'Ukraine, l'Occident collectif et en particulier l'OTAN ont reçu une aide considérable. Nous parlons d'environ 309 milliards de dollars d'aide, de toutes sortes d'aides. De plus, ici, nous pouvons distinguer l'aide purement financière, qui allait aussi bien pour l'achat d'armes que pour d'autres besoins de l'armée ukrainienne. L'aide militaire, qui consistait en des livraisons constantes d'armement,
et même l'aide médiatique, pour continuer à convaincre, coûte que coûte, le peuple ukrainien d'une victoire possible qui a peu de chances d'arriver un jour. À cela, il faudrait aussi ajouter le fait que l'Occident ne fournissait pas seulement des armes à l'Ukraine, que ce soit sous forme de subventions pour leur achat ou de manière directe, mais aussi des informations issues du renseignement militaire, notamment celles fournies par les États-Unis et le Royaume-Uni, qui ont été très utiles. Et cela ne s'arrête pas là car ils se sont même organisés. Et j'irais même jusqu'à dire que des opérations conjointes ont été menées entre l'armée ukrainienne et toutes sortes d'unités faisant partie de l'OTAN à travers tout l'Occident. Collectif point numéro 8, supériorité ukrainienne en matière de drones. Elle est très claire d'ailleurs, et elle est devenue particulièrement évidente lors des premiers jours de l'opération militaire spéciale. Ensuite, la Russie, bien sûr, a réussi à inverser cette tendance, et maintenant, sur la grande majorité des points du front, elle dispose d'une supériorité aérienne en termes de drones. Face à l'Ukraine, dans certaines zones, l'Ukraine l'emporte même largement. Cependant, au début de l'opération militaire spéciale, je le répète, surtout pendant les premiers jours, l'Ukraine disposait d'infiniment plus de drones que la Fédération de Russie. Des drones d'attaque surtout, comme par exemple les Bayraktar, qui compliquaient énormément la situation sur le terrain pour la Russie. Point numéro 9, supériorité ukrainienne en matière de communication. Et ici, nous ne parlons pas en termes de propagande, mais en termes d'équipement militaire. En fait, surtout, encore une fois, pendant les premiers jours de l'opération militaire spéciale, la communication ukrainienne sur le champ de bataille était infiniment mieux organisée. L'Ukraine disposait d'un équipement militaire de communication en bien plus grande quantité et en bien meilleur état. Elle disposait par exemple des systèmes Harris qui à l'époque ont énormément aidé, ainsi que des systèmes bien connus de tous, Starlink. Une tendance que la Russie a également su inverser, tant à moyen terme que bien sûr à long terme. Cependant, au début, cette tendance inverse a clairement eu son effet. Point numéro 10. Dans la première phase de l'opération militaire spéciale, surtout, la Russie a complètement perdu aussi bien la guerre médiatique que la guerre de l'information. Et ici, il faut bien admettre que la propagande occidentale a effectivement été financée pour une raison et dans un but précis. Et c'est que, aussi grossière qu'elle ait pu être, et effectivement, parfois elle était grossière, voire même absurde, mais ça a marché. Parce qu'avec les flots d'argent qu'ils y ont investis, il ne pouvait en être autrement. Vous vous souvenez de cette fameuse phrase qui dit qu'un mensonge répété 100 fois devient une vérité ? Eh bien, c'est essentiellement ce qui est arrivé à la Russie, ou plutôt à l'Ukraine. On voyait des vidéos de chars russes brûlés en masse, la résistance de l'Ukraine, montant en flèche et affrontant de manière très ferme et réussie ce que l'Occident a présenté comme la terrible invasion de la Russie en Ukraine. C'est-à-dire que le silence médiatique, ou plutôt le blocage médiatique de la Russie, et donc aussi de ses médias, a été littéralement total. De plus, la propagande occidentale s'est même chargée de favoriser cela à tout prix. Un récit où il était absolument nécessaire de rejeter la Russie, tout ce qui est russe, et même les Russes eux-mêmes. Parce que ce que la Russie faisait en Ukraine était absolument terrible. Mais, eh bien, il s'avère que rien de tout cela n'est en train de se passer en ce moment. Dans le cas d'Israël, il s'agit d'une attaque infiniment plus forte, de toute évidence, avec un nombre infiniment plus élevé de blessés et de morts, la grande majorité appartenant à la population urbaine. Non. Oui, il sait apprendre de ses erreurs, mais sur le moment, il a fait le travail que la partie occidentale avait besoin qu'il fasse. À cela, il faut en plus ajouter le fait que l'Ukraine est devenue une sorte de télémarathon constant, presque au sens littéral. Des chaînes de télévision ont été supprimées, des médias ont été réduits au silence, des opposants et même des civils ont été persécutés. En résumé, tout a été fait
voire l'impossible, pour que l'opinion dans le pays cesse d'être simplement une simple opinion et devienne la seule opinion existante, et par conséquent dominante, ne laissant ainsi comme résultat et aussi comme conséquence pratiquement aucun espace à la population ukrainienne pour se renforcer ou s'entraîner. Leur pensée critique, je vous dirais même, ne pas l'arrêter, avoir une pensée critique en Ukraine de manière générale. En fait, elle était et elle est toujours très persécutée. C'était, et bien sûr, c'est toujours la démocratie pour laquelle ils se sont tant battus depuis l'Occident. Collectif. Hypocrite et absurde, oui, mais ça a marché pour eux. Point numéro 11. Cette raison en particulier pourrait en surprendre plus d'un. Et en fait, contrairement à ce que les médias occidentaux essaient constamment de vendre, la Russie ne voulait ni cette guerre, ni causer de tort à l'Ukraine, et encore moins à sa population civile. Oui, comme tu l'entends, la Russie a protégé et protège encore, bien sûr, la population civile ukrainienne autant qu'elle le peut, et même bien plus. Oui, dans la mesure de ses possibilités, car malheureusement, dans un conflit armé, il y a des victimes collatérales, mais ce que la Russie ne fait pas, c'est attaquer intentionnellement les civils. Cela s'explique par le fait que ce conflit est perçu, tant par la société civile russe que par son élite politique, comme une guerre civile. Cela, en fait, a été affirmé et confirmé à de nombreuses reprises par le dirigeant du pays, Vladimir Poutine, en parlant du fait qu'il s'agit d'une part d'une guerre civile et d'autre part d'un conflit entre frères. Oui, la Russie considère le peuple ukrainien comme un peuple frère et c'est précisément pour cette raison que la Russie a fait preuve de retenue. Bien sûr que non. Tout d'abord en ce qui concerne les victimes civiles. Et il faut souligner que chaque victime, et c'est très important, d'origine ukrainienne, est considérée et perçue sur le territoire de la Fédération de Russie par la population civile comme une véritable tragédie. Oui, tout le contraire de ce que les médias occidentaux essaient constamment de nous faire croire. Point numéro 12. La raison précédente pourrait vous sembler la principale, cependant, il en existe une encore infiniment plus surprenante et je vous dirai aussi qu'elle est infiniment plus pertinente. Et maintenant, nous continuons. Suivez très attentivement mon raisonnement, car ici, chaque partie compte. D'un côté, il est très clair que la Fédération de Russie dispose de moyens suffisants pour réduire l'Ukraine, essentiellement en cendres, transformer le pays en une sorte de terrain nucléaire, faire disparaître l'Ukraine. La Russie, cependant, ne le fait pas. La raison principale, entre autres choses, et tout particulièrement, c'est parce qu'elle considère que le peuple ukrainien est un peuple frère. Mais c'est justement ici qu'intervient peut-être la raison la plus surprenante pour beaucoup. Et en fait, même si la Russie avait bien fait tous les points précédents, ce conflit n'aurait pas pu se terminer rapidement, encore moins en une semaine. Tout simplement parce qu'il a toujours été conçu pour durer éternellement. Et bien sûr, il ne s'agit pas du tout d'un affrontement local entre la Russie et l'Ukraine, mais d'un conflit beaucoup plus global et important. L'Occident n'aurait jamais permis que ce conflit se termine rapidement. Oui, tu as bien entendu, l'Occident n'envisageait tout simplement pas l'issue inverse. Cet affrontement entre l'OTAN, ou l'Occident collectif si tu préfères, et la Fédération de Russie, non, organisé précisément par la Fédération de Russie, a été pensé dès le début pour devenir un affrontement mondial. Sterling, total, 224 révolutions. Mon choix n'avait aucune importance. Si la Russie avait choisi de réduire l'Ukraine en cendres, l'Occident serait intervenu pour remettre la Russie à sa place. Sans le faire, en réalité, il fait exactement la même chose. Franchement, il ne semble pas du tout que ce soit un hasard si toute la machine médiatique s'est mise en marche de façon aussi rapide et bien organisée. Pour mettre en œuvre ce qui semblait être un plan minutieusement préparé depuis le début, et je vais vous donner un avant-goût de plus, un détail qui, j'en suis sûre, vous fera beaucoup réfléchir. Est-ce que cela nous paraît étrange qu'en réalité,
L'Ukraine est agie comme si elle était déjà parfaitement préparée à ce conflit, et ce dernier point, que tout était déjà parfaitement préparé pour un affrontement global. Et l'Occident n'a jamais considéré cet affrontement comme une simple option, mais comme la seule option qu'il pouvait offrir à la Fédération de Russie. Je compte vous le démontrer de manière détaillée et approfondie. Je le ferai dans ma prochaine analyse globale, qui sera publiée sur cette même chaîne dès qu'elle sera terminée. Liussivaya, correspondante de guerre dans le Donbass. Abonnez-vous à cette chaîne et suivez-moi sur tous mes réseaux, parce que ce qui va suivre va changer à jamais ta façon de comprendre. Cela